Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, diplômée d'une école de journalisme et fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple Podcast pour une émission de société et d'actualité française. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter les sujets que vous aimeriez voir abordés. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey, Microcanap. À en croire certains proches, voisins, collègues, médias, les jeunes seraient feignants, non fiables, peu investis, moins engagés dans leur travail que leurs aînés. Cela compliquerait parfois les rapports transgénérationnels et même les embauches. Alors, idées préconçues ou réalités, est-ce que les jeunes ne veulent pas ou plus travailler ou simplement travailler différemment de leurs aînés? Les jeunes veulent-ils travailler pour vivre et non plus vivre pour travailler? Microcanap va tenter d'y voir plus clair avec Steve et Arthur, deux jeunes de la génération dite Z, et Sandrine Blanchet, psychologue ergonome du travail. Merci à vous trois d'être venus. Merci beaucoup, plaisir. Alors, les jeunes ne veulent pas travailler, Sandrine? Bien sûr que si. Arthur? Si. Steve? Oh oui. Eh bien Steve, tu as 24 ans, tu es étudiant en master à Sciences Po Poitiers. Tu as déjà travaillé dans différents secteurs et tu continues à le faire. Oui. Tu as par exemple fait un service civique à Grand Poitiers et tu as travaillé pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. Oui. Le travail, ça représente quoi pour toi? C'est l'opportunité d'acquérir de l'expérience et aussi avoir un peu plus d'argent. Arthur, toi, tu as 29 ans, tu touches le RSA, le revenu de solidarité active, dont le montant mensuel est de 608 € environ pour une personne seule sans ressources. Lorsque tu postules, c'est majoritairement dans la restauration et tu travailles de temps à autre avec des adultes en situation de handicap. Sur les 3 dernières années, tu as bossé environ 1 an au total, c'est ça? À peu près, ouais. Ouais. As-tu une vision et un rapport différent au travail de celui de Steve? Ma foi, oui, légèrement. Je pense que l'expérience qu'on acquiert au travail, on peut l'acquérir ailleurs, surtout si c'est de connaissances pures dont on parle. Non, oui, je suis d'accord, c'est pour l'argent aussi. En pré-interview, tu m'as parlé aussi de te sentir utile dans ton travail. Oui. J'aurais du mal à faire un travail où je ne trouverais pas un sens assez profond, on va dire. Travailler dans un bureau, par exemple, ça m'irait pas du tout. Ouais. Qu'est-ce qui te convient bien dans la restauration? C'est le service, quoi. C'est dans le mot, en fait. Il y a une certaine noblesse, je trouve, dans le fait de donner un peu un sourire et un café. Donc voilà, quoi. Faire passer un bon moment aux gens dans le service. J'ai bien aimé cet aspect-là du travail, ouais. Et aussi, tu me parlais qu'un 50-80% te conviendrait bien parce qu'à côté, tu aurais le temps de te cultiver justement et d'acquérir des connaissances. Est-ce que tu peux m'en parler brièvement? Ce que j'aime le plus faire dans ma vie, ouais, c'est lire des choses ou apprendre des choses. Ou j'adore la géopolitique, par exemple. Ça prend beaucoup de temps de suivre la politique ou la géopolitique, ou etc. Donc, c'est vrai que si je pouvais avoir un mi-temps, quelque chose comme ça, un 17 heures, un 25 heures semaine, ça m'irait bien. Steve, qu'est-ce qui te marque dans ce que vient de dire Arthur? Et Arthur, est-ce que tu te retrouves dans l'expérience de Steve? Je me retrouve un peu dans ton expérience. Ouais, j'ai fait aussi un service civique. J'ai pas fait de master, par contre. Et puis voilà, je comprends que tu veuilles gagner de l'argent avec le travail. Je trouve que c'est à ça que ça sert principalement aussi. Alors Steve, qu'est-ce qui te marque dans ce que vient de dire Arthur? Oui, il aime vraiment ce qu'il fait. Il a envie de faire quelque chose et pas envie de juste rester là. De manière générale, je sais pas si c'est une mauvaise idée, mais comment dire ça? En gros, il y a toujours la perception que tu as les gens qui touchent le RSA de manière générale et il y a ceux qui travaillent vraiment et qui se donnent à fond et ont envie de s'en sortir. Il y a toujours une catégorie qu'on met toujours en avant. Alors, est-ce qu'ils sont surreprésentés ou c'est volontaire de mettre l'accent sur eux? On ne sait pas. C'est ceux qui sont là, qui font rien et qui bénéficient du dispositif pour X raisons, mais qui sont là, qui n'ont pas vraiment d'activité, ce qui va un peu à l'encontre du dispositif. Alors, je suis pas là pour dire si c'est bon ou pas bon, mais juste dans l'idée que juste faire un focus sur eux, je sais pas. Bon, est-ce que c'est volontaire ou pas, je sais pas. En tout cas, dans l'idée, c'est aussi du bien de voir aussi que même s'il y a certains qui sont dans cette situation pour X raisons, il y a beaucoup de jeunes comme toi qui ont envie de se sortir. Sandrine, est-ce que ces 2 types de rapports au travail sont représentatifs de ce que tu entends lors de tes rencontres, consultations? Oui, je pense que vous êtes un bon résumé à vous deux des différents profils qui existent aujourd'hui chez les actifs, chez les jeunes actifs et pas forcément que chez les très jeunes, mais dans d'autres populations. Et je trouve que ce que renvoie Steve aussi, c'est intéressant sur les stéréotypes qui sont liés soit à l'âge, soit à l'appartenance supposée à une catégorie de la population. Et qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui dans les échanges qu'on peut avoir avec les entreprises, dans les salariés.
Donc oui, c'est vraiment représentatif de personnes qui cherchent à la fois du sens dans leur travail, un équilibre aussi avec des activités autour, le pouvoir se nourrir d'activités intellectuelles ou culturelles, peu importe. Et puis quand même aussi pouvoir en vivre, évidemment, puisque c'est quand même l'une des motivations qui fait qu'on se lève le matin si tôt et quand il fait si nuit. Et les jeunes que tu rencontres, est-ce qu'ils ont des contrats majoritairement précaires ou plutôt des CDI? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils sont salariés? Alors, on a quand même une partie de la population qui est nouveaux actifs qui sont sur des statuts précaires. Et on aurait tendance à généraliser du coup le fait que ça correspondrait à une attente de leur part, d'autant qu'ils démissionnent, ces jeunes, de leur contrat. Mais en fait, si on regarde les statistiques, les jeunes, comme les plus anciens, cherchent un emploi stable. Ils sont majoritaires, à 2/3. Ceux qui trouvent un CDI sont plus satisfaits que ceux qui sont en statut précaire. Mais par contre, c'est vrai qu'on leur propose ce type de contrat. Certains, ça va bien leur convenir parce qu'ils ont envie de varier les expériences. Mais c'est pas forcément une finalité en soi, surtout que ça limite aussi les projets de vie qu'on peut avoir. Forcément, si on a un contrat précaire, acheter une maison, se projeter dans une vie de famille éventuellement, c'est pas forcément des choses qui sont faciles. On sait quand même que la population des jeunes actifs fait partie de la population la plus exposée à la pauvreté. Voilà, c'est une réflexion quand même à avoir pour ces jeunes, de quel avenir ils peuvent avoir si on ne leur propose que ce type de contrat, qui ne correspond pas forcément à une recherche absolue de tous ces jeunes au travail. Selon les chiffres de l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc, selon les chiffres de l'INSEE publiés en août dernier, au sein des seuls actifs, le taux de chômage des jeunes est nettement supérieur à celui du reste de la population. 17,2% des 15-24 ans étaient au chômage en 2023, contre 6,7% chez les 25-49 ans et 5,1% chez les 50 ans ou plus. Est-ce que c'est à cause de ces chiffres que les gens ont des préjugés sur les jeunes, Sandrine ? Non, je ne crois pas que ce soit à cause de ces chiffres qu'on développe des préjugés. Ces préjugés, je pense qu'ils s'installent parce que pour les générations plus anciennes, on a pu parfois s'accommoder d'emplois plus ou moins satisfaisants parce qu'on était né à une période où la récession économique faisait que quand on avait un emploi, on essayait de le garder quoi qu'il en coûte. Mais du coup, on a conservé l'idée que un emploi qui n'est pas satisfaisant, on va quand même essayer de le conserver. Aujourd'hui, par bonheur, il y a un marché de l'emploi qui est plus tendu, donc il y a plus d'opportunités pour les nouveaux arrivants sur le marché du travail. Et effectivement, ils vont avoir tendance à peut-être quitter leur contrat plus facilement parce qu'ils ne répondent pas à leurs attentes. Et c'est très bien de ne pas être obligé de serrer les dents dans un emploi où on n'est pas bien. Mais c'est plutôt ça, ce phénomène qui perturbe, de mon point de vue, enfin, dans la littérature, dans les études, on trouve ça aussi, qui perturbe le jugement qu'on va avoir en tant qu'ancienne génération d'actifs. Steve, Arthur, est-ce que vous avez déjà senti que ces statistiques, entre guillemets, influencent la manière dont on vous regarde ou on vous juge au travail ? Oui, mais non, moi pas personnellement. Je pense que le seul moment où ça pourrait influencer, c'est si je prends un exemple, je sais pas moi, un job étudiant par exemple, on galère à trouver. Dans le sens où tu fais une recherche, tu as une idée de ce que tu veux ou tu as des expériences variées. C'est là, dans ce moment-là, où malgré les quelques expériences qu'on a, tu galères beaucoup à en trouver. Des fois, tu peux chercher longtemps sur les différents sites qui existent. Tu galères à en trouver. Mais est-ce que c'est parce que tu es jeune, justement, tu penses que tu galères à trouver ? En fait, je sais pas. C'est-à-dire, oui, il y a le côté que je suis jeune, ok. Après, est-ce qu'il y a le côté expérience, mais pas assez d'expérience pour l'employeur? Ça peut être ça aussi. Généralement, c'est souvent ça aussi. Hein. Souvent ça, même. Donc, t'es pas vraiment jugé par la société par rapport à ça, mais toi, de ton côté, ça t'embête. Et toi, Arthur, t'as répondu oui. Oui. Mon dernier boulot à Toulouse, c'était serveur dans un petit salon de thé, restaurant salon de thé. Et oui, plusieurs fois, t'as des personnes plus âgées, en général, c'est vrai, qui viennent te dire, alors quand t'es en train de les servir, que les jeunes, ils veulent pas bosser, ou qui tiennent un discours sur les jeunes assez classique. Hein. On peut l'entendre un peu partout, dans n'importe quel grand média, je pense. Il y a un discours sur les jeunes aussi. C'est effectivement, à mon avis, le sentiment que les jeunes ne veulent pas travailler vient effectivement pas de n'importe quelle statistique, il vient du discours ambiant, quoi, on va dire. T'as qui est celle-là, Sandrine ? Et je me faisais même la réflexion qu'en fait, ce ne sont pas les statistiques qui génèrent
ces préjugés, mais c'est plutôt les préjugés qu'on va avoir qui font que on recrute moins facilement une population de jeunes, parce que un jeune, a priori, c'est moins pratique, ça a moins d'expérience, il va falloir lui apprendre les gestes, il va falloir lui donner des repères. C'est hyper motivant à faire pourtant, mais c'est aussi consommateur de temps dans une société où tout s'accélère. Donc je pense que c'est plutôt une façon de se simplifier a priori la tâche quand on est chef, manager, etc., de prendre des personnes plus expérimentées en se disant elles seront prêtes à l'emploi, moi je vais gagner du temps, alors qu'en fait on sait que la mixité en fait des populations va rendre l'équipe beaucoup plus vivante, plus riche, il va y avoir des échanges plus intéressants. Voilà, je pense que c'est plutôt ces préjugés qui génèrent ces statistiques. Et après aussi 17,2% des 15-24 ans au chômage en 2023. Et c'est pas un âge, c'est un âge où on est encore en études, où on fait des stages, où on fait des services civiques, où on voyage, où on apprend. Donc on peut très bien être sur le marché du travail durant l'été, puis retourner en études après. Et là, on rentre dans ces statistiques de chômage. Donc ça grossit les chiffres, et faussement finalement, parce que justement, c'est ces jeunes qui veulent travailler, qui font qu'ensuite ils se retrouvent au chômage, mais parce qu'ils sont en études. Il y a aussi toute la façon dont on comptabilise et ce que l'on met en visibilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi on zoome sur certaines populations ou sur d'autres, c'est quoi l'intention derrière? Et effectivement, on retrouve l'expression de bullshit marketing autour des approches générationnelles, les millennials, etc. Parce que ça peut être une façon simple une économie qu'on se ferait de se poser des questions sur pourquoi tel jeune n'est pas resté. Est-ce que par hasard, peut-être, l'emploi que j'ai proposé ne répondait pas à ses attentes, était trop pénible? Puisque c'est les jeunes, ça peut même avoir un effet pervers, c'est-à-dire qu'à force d'être baigné dans ces ambiances qui disent les jeunes changent facilement d'emploi, etc., les jeunes peuvent adopter de manière à reproduire en fait ce stéréotype sans forcément le chercher, mais de se dire puisque les jeunes, on est tout le temps en train de zapper, tiens, je vais zapper parce que de toute façon, vous n'allez pas me considérer plus si je reste. Donc, c'est presque un effet pervers d'avoir ce discours-là. Après, il y a aussi des offres d'emploi aussi où, sur le plan de la pénibilité, t'es pas chaud. Ce que je veux dire, c'est que en fonction du métier en question, ou que ce soit pour temps limité ou temps long, s'il y a une forte pénibilité, et que ça ne correspond pas vraiment à ce que tu cherches, là encore, tu ne vas pas aller t'y mettre, même si tu sais qu'à terme, ça va te apporter une rémunération. Mais si, par exemple, pendant un certain moment, tu le fais, tu verras que limite, ta rémunération va passer dans des sortes de dépenses de santé pour rapporter quelque chose, finalement. Il y a des métiers que personne n'a envie de faire aussi, oui. Voilà. Et peut-être qu'il y a 10-15 ans, n'importe qui aurait pris ce métier-là, parce que marché de l'emploi plus favorable aussi, parce que peut-être que c'était mieux payé au rapport au coût de la vie à l'époque, etc., etc. Aujourd'hui, je sais pas, si quand j'avais 24 ans, tu m'avais proposé d'être éboueur ou un métier comme ça, très physique, duquel personne ne veut, j'aurais dit non, tout simplement. Mais justement, vous parlez pas mal de générations. Donc, il y a les générations Y, les personnes nées entre 1980 et 1994. La génération Z, née entre 1995 et 2009, et la génération Alpha, c'est les naissances après 2010. En quoi le rapport au travail des jeunes, autrement dit la génération Z, parce que c'est eux en ce moment qui arrivent sur le marché du travail, donc en quoi leur rapport au travail diffère potentiellement des plus âgés, et notamment des boomers, les plus de 60 ans? Oh, ils veulent pas bosser, ils sont insupportables. En quoi elles diffèrent? J'ai envie de répondre qu'elles ne diffèrent pas, en vérité, mais que c'est la façon dont on va apprécier leur capacité d'intégration qui va générer l'idée que peut-être ils auraient des attentes qui diffèrent. Mais aujourd'hui, si on regarde les statistiques, les actifs, d'une manière générale, ont donné une place beaucoup plus relative au travail dans l'ensemble de leur vie. Et ça, c'est un effet de la pandémie en particulier, qu'on a été surexposé à beaucoup travailler, au contraire, faire une pause imposée. Donc ça, c'est vrai chez les jeunes comme chez les plus anciens. Par contre, ce qui change un peu, c'est effectivement ce marché du travail qui fait que, avec la courbe démographique, il y a plus d'offres qu'il n'y a de propositions
de candidature. Donc, on peut se permettre de changer d'emploi. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, moi, je pense, c'est que ces jeunes-là n'ont plus la notion qu'ils vont rester dans le même travail toute leur carrière. Et c'est très bien comme ça. Ils ont plus la notion de parcours parce que on a pu aussi observer dans les générations d'avant que s'en tenir à un seul emploi, ça ne suffisait pas parce que parfois on pouvait être licencié économique quand même, que parfois on avait la santé qui s'abîmait, que donc valait peut-être mieux varier les sollicitations dans son parcours. Ça, c'est plutôt chouette de se dire, je vais peut-être pas faire la même chose toute ma vie et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça rejoint un peu ce que disaient finalement Arthur et Steve juste avant. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une intention aussi, parce qu'il y a eu toute une période où seules certaines filières permettaient d'accéder à certains emplois. Et donc, en France, on a quand même une culture du diplôme et de certains types de filières diplômantes. C'est les filières dites royales, c'est ça ? Royales, c'est ça. Avec la réforme des spécialités, l'intention, c'était quand même de brouiller un peu cette lecture-là et de permettre à quiconque d'accéder à des filières professionnalisantes plus variées. Ça marche plus ou moins. Mais c'était quand même une tentative pour dire aujourd'hui, moi, si je veux aller sur tel type d'emploi, je peux avoir fait un parcours de formation plus hybride qu'à une époque où, de toute façon, il fallait avoir fait tel ou tel autre diplôme pour pouvoir prétendre accéder à ces fonctions-là. Ça, c'est plutôt chouette parce qu'on l'entend quand même beaucoup dans les jeunes générations, de se dire moi, je prends telle spécialité et telle autre, et je ne préjuge pas de ce que je pourrais faire avec. Et c'est très bien. Après, ce que disait Steve aussi tout à l'heure, c'est que faire plein de choses différentes, ça assure aussi un peu de trouver un emploi. Ça, de toute façon, on le voit aussi, parce que dans les dossiers de candidature que moi je peux examiner, par exemple pour les étudiants qui rentrent en master, tous les étudiants ont déjà tous travaillé de manière très variée, et c'est un des critères d'appréciation de la personne. A-t-elle déjà une vision du monde du travail, a-t-elle déjà pu se confronter à différentes formes d'organisation, et je pense que c'est un atout malgré tout sur le marché du travail. Tu disais aussi tout à l'heure, avant on prenait un emploi et on y restait quoi qu'il en coûte. Et Arthur, toi tu parlais de pénibilité, et si c'est pénible, même tous les deux d'ailleurs avec Steve, si c'est pénible on n'y va pas forcément quoi. Ça, c'est peut-être la différence, justement, et c'est ce que t'expliquais aussi, c'est moins compliqué de trouver du travail aujourd'hui, on peut jongler entre les différents métiers. Donc ce serait ça la différence peut-être entre les boomers, entre guillemets. Moi, je trouve ça épatant de se dire, si ce métier est trop pénible pour moi, je peux en changer et je n'y reste pas. Pour avoir suivi des personnes qui se retrouvaient en bout de piste avec le corps abîmé par une exposition trop longue à certaines sollicitations. Je me dis, mais quelle chance pour un nouvel arrivant sur le marché du travail de ne pas être obligé de prendre ces emplois-là. La tendance qu'on pourrait avoir spontanément à interpréter le fait que les jeunes bougent beaucoup parce qu'ils ne sont pas courageux ou pas persévérants, ce serait de se dire, de faire l'économie, de se dire pourquoi cette personne n'est pas restée, et du coup pas questionner en quoi c'était pénible, en quoi l'articulation avec la vie personnelle n'était pas possible, en quoi le salaire n'était pas décent aussi parfois. Et si on ne fait pas ces analyses-là, effectivement, on va utiliser plutôt des stéréotypes pour comprendre la mécanique, alors qu'en fait, si l'emploi il est fantastique, vous y restez, non ? Oui. Moi aussi. Oui. Oui, c'est ça, à partir du moment où si tu es motivé aussi, déjà tu es motivé, tu trouves du sens, du coup de bonne qualité de vie. En fait, en gros, c'est un peu lié en fait, avec les toits concrètement. Du coup, ça fait que même si, entre guillemets, il y a de la pénibilité, le fait d'avoir cela, du coup, tu tiens plus longtemps en fait, en soi, ça te touche un petit peu moins. Je pense qu'on est plus exigeant aussi que les générations passées. Sans doute parce qu'on a plus le choix aussi, et puis parce qu'il y a une critique latente, émergente, des rapports dans lesquels dans lesquels est inséré le travail plutôt. Le travail, il n'est pas juste pur et éthéré comme ça, il est dans des rapports de force, dans des rapports de domination. On n'a pas encore placé le mot de capitalisme, mais je vais le faire en premier. Voilà, il y a tout ça aussi qui va avec, quoi. Je critique pas le monde du travail simplement parce que c'est du travail, je critique le monde du travail pour les rapports dans lesquels il est inséré, quoi. Arthur, Steve, en une phrase, qu'est-ce qu'un emploi doit absolument avoir, quelle case à cocher, quoi, pour que vous vous y sentiez bien ? Faut qu'il fasse de mal à personne. Ou à aucune chose non plus, quoi. La nature ou les humains, en gros.
Attends, mais tu parles de quoi, là? J'adore. De ce ton. Enfin, Bah, c'est bien, vous avez chacun une approche différente, c'est cool. Oui, mais c'est cool. un emploi, pour pour que je sois heureux dedans, il faut que ça ne fasse de mal à personne, on va dire. Si je devais avoir une seule exigence, ce serait celle-ci. Ça ne nuise à aucune ressource, ni le facteur humain, ni les ressources planétaires. Pas trop les ressources planétaires, un petit peu quand même, parce qu'on n'a pas trop le choix non plus. Mais... Toi, tu pensais plus au quotidien? C'est vrai que j'étais plus basé sur la localisation. Puis après, concrètement, une fois qu'on a passé tout ce qui est lié à la proximité de vie, ben, c'est tout ce qui est lié aux missions, au sens des missions aussi, hein, concrètement. Ta motivation ou pas, et surtout aussi le climat de travail aussi. Rien lié à paraner du travail à la maison, à des horaires fixes, à une semaine de 5 jours, de 4 jours, à beaucoup de vacances, rien lié à tout ça. Alors, pas vacances toute l'année, parce que sinon, c'est pas drôle, hein, forcément. Hein. Mais des vacances un peu... Alors, pas quand je le veux, mais quand on a besoin, peu importe le moment de l'année, tu sais que tu as la possibilité, la flexibilité de pouvoir le faire. Oui, hein, ça c'est intéressant. Des horaires fixes, mais comme en soi, la vie évolue tous les jours, donc du coup, ça fait qu'on va dire variable. Variable selon les conditions. Arthur, toi, pas du tout? Si. Non, enfin, j'ai pas trop d'exigences sur le temps que je pourrais passer au travail, etc. Enfin, pas trop, effectivement. Faut quand même que je puisse continuer à stimuler mon cerveau. Surtout si le travail en particulier n'est pas un truc qui me passionne directement. Et ça, il y a très, très peu de chances que ce soit le cas. Ouais, il me faut du temps à côté pour continuer à faire fonctionner la machine à penser. Toi, tu es à la recherche d'un travail qui a du sens, qui te stimule dans ce terme justement de rendre service aux gens, etc. C'est vraiment quelque chose de primordial pour toi. Pour autant, c'est pas ce que tu nous as dit en premier lieu. Par rapport au sens par rapport à qu'est-ce qu'un emploi doit absolument cocher comme case. Faut que ça... Oui, enfin, faut qu'il ait du sens. Faut qu'il ait du sens pour moi, le travail, effectivement. Faut qu'il y ait le côté... au service, pourquoi pas, quoi, service au bar, soit service avec des personnes handicapées, comme je l'ai fait pendant longtemps. Mais oui, c'est vrai, je me permets d'ajouter une condition en plus. Sandrine, est-ce que cette recherche de sens au travail est un phénomène que tu constates souvent chez les jeunes aujourd'hui? Je le constate chez les jeunes et chez les moins jeunes. En fait, c'est un des piliers qui fait qu'on va bien vivre son quotidien, qu'on va avoir envie de revenir le lendemain. Donc cette notion effectivement d'utilité qui est apparue éminemment pendant la pandémie, mais il y avait déjà cette attente de salariés et qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, statistiquement, c'était toujours une recherche. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est un dénominateur commun à toute personne qui œuvre en fait et qui fait quelque chose. Je vais revenir sur la question de sens. Arthur, Steve, est-ce que vous pensez que cette quête de sens pourrait poser problème dans certaines entreprises ou créer des tensions avec d'autres générations? Oui, c'est certain. Hein. Des cinquantenaires qui quittent leur travail et qui se lancent dans la voie rouge des Indiens ou dans une certaine spiritualité, enfin dans une vraie quête de sens, hein, littéralement, quoi. J'en connais pas mal, enfin, j'en vois beaucoup en vrai. Oui, je pense que toutes les générations cherchent du sens au travail, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je suis à peu près du même avis. On cherche tous le sens au travail qui, du coup, diffère selon les individus. Il y en a, pour certains, ce sera davantage aussi fortement lié aux valeurs, forcément, de chacun. Hein. Donc, pour certaines personnes, il y aura des crispations, forcément, et d'autres avec qui il y aura de très bonnes connexions. Donc, ça va forcément varier, en fait. Mais ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que ce qui vous donne une longueur d'avance quand même par rapport à des générations plus anciennes, c'est une conscience écologique dans laquelle vous êtes né directement, alors que quand on est senior, on a pu naître à une époque où ça patinait quand même pas mal sur le sujet, même si en fait il y avait déjà des rapports qui disaient que la planète était déjà en train de... Meadows 73. Voilà. Et donc, vous avez ça d'intégrer dans votre environnement courant, alors que pour des générations plus anciennes, c'est à rajouter dans le logiciel, quoi. Il faut l'injecter en plus. Mais justement, comment cette quête de sens, elle peut perturber les rapports professionnels? Parce que justement, les salariés nouveaux arrivants vont exprimer des attentes auxquelles les anciennes générations ne sont pas du tout préparées, voire elles ont dénié ou mis de côté parce que
c'était pas le modèle ambiant proposé dans le rapport employeur salarié. Donc on s'exprimait pas forcément sur ces sujets-là. Et ça va créer des frictions puisque ce sont deux perceptions du monde qui s'articulent pas. Et si en plus on s'intéresse pas à ce type de repères et qu'on se dit pas, oui, bien sûr qu'il faut qu'on travaille aussi sur ces registres-là, on va pas forcément être à l'écoute de ce que proposent les jeunes générations. On va pas le prendre en considération. Et on ne va pas s'appuyer sur eux pour construire une organisation, un collectif. Donc, ça va forcément créer des dissociations dans la réalisation du travail. Les jeunes ont des valeurs qui prennent une place importante au travail, notamment en ce qui concerne l'environnement et le vivre ensemble. C'est clairement ce qui est ressorti depuis le début de cet entretien. Selon vous trois, est-ce possible pour les jeunes d'intégrer des entreprises pour les changer et les transformer de l'intérieur ? Moi, je dirais que quelque part, quand on intègre une organisation, que ce soit publique ou privée, on part toujours avec l'idée de base, en fait, qu'on soit, on peut toujours être une pierre à l'édifice pour pouvoir participer au changement de l'entreprise en soi. Après, est-ce que l'organisation en question est prête? Ça, c'est la vraie question. Mais de manière générale, on part tous avec le même postulat de changer quelque part. Après, je dis pas que c'est parfait, mais juste qu'en général, si on arrive à faire des petites avancées sur certaines choses, c'est bien, on participe à certaines choses, oui, dans ce cas-là. Après, des fois, quand c'est pas prêt, on se dit, ok, le temps en question va venir, mais on essaie de le travailler sous une autre forme avec des partenaires en attendant pour pouvoir faire en sorte que ça puisse s'améliorer. Moi, je crois pas qu'on puisse changer une... Enfin, les entreprises sont des institutions et à ce titre, elles ont une inertie terriblement lourde, comme n'importe quelle institution. Et donc, changer une institution de l'intérieur, je sais pas, en politique, ça me semble absolument pas possible, par exemple. Alors, je vois pas pourquoi dans les entreprises, ce serait différent. Et intégrer une entreprise polluante, imaginons, alors que vous avez des valeurs écolo, vous l'intégrez sans leur dire ça pour pouvoir changer l'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible ? Il faudra arriver à un poste de pouvoir suffisant pour avoir un impact relativement concret sur la question. Et du coup, est-ce qu'on peut travailler 10-15 ans dans une entreprise, tout ça, pour arriver à un poste de pouvoir suffisant pour commencer ensuite à faire pas les masques, en fait, j'étais écolo. À mon avis, c'est pas possible. Moi, j'aime bien la réponse de Steve, qui est quand même une réponse un peu d'espérance, de se dire oui, j'ai l'impression qu'à ma petite maille, les choses vont pouvoir être jouables. Moi, je n'ai qu'un rêve, c'est que le marché du travail reste tel qu'il est, tendu, c'est-à-dire que le rapport de force s'inverse, parce que effectivement, tant qu'on peut, on utilise l'expression de salarié Kleenex, tant qu'on peut changer le salarié quand il ne répond pas au modèle de relation au travail attendu, on ne questionne pas forcément les pratiques de l'intérieur et on ne modifie pas l'organisation. Si on a une population de nouveaux arrivants qui commence à émettre des attentes et qu'on est obligé d'en tenir compte si on veut trouver ces actifs-là et si on veut pouvoir les recruter, on peut espérer qu'à un moment donné, le fait de pouvoir s'exprimer plus librement va amener naturellement, j'allais dire contraindre, mais ce serait une vision négative du sujet, va amener les entreprises à se reposer la question et à pas commencer les phrases par « moi quand j'étais jeune », mais « pour les jeunes de demain, je voudrais ». Et voilà, on peut espérer que ça soit comme ça, même si c'est pas facile de modifier une organisation de l'intérieur en étant soit tout seul porteur de certaines valeurs, c'est clair. Sandrine, quels éléments de contexte modifient et ont modifié ce rapport des jeunes au travail ? Je pense qu'il y a eu un effet révélateur de la pandémie qui a révélé aux générations d'avant et donc aux futurs actifs un équilibre différent à trouver entre le temps qu'on passe à s'exténuer et puis en fait quand on rentre chez soi et qu'est-ce qu'on peut faire chez soi finalement quand on est en pleine forme. Mais il y a quand même eu une accélération aussi des facteurs d'incertitude puisque derrière la pandémie est arrivée aussi l'éco-anxiété donc liée aux enjeux écologiques, liée à l'économie puisque l'inflation est arrivée derrière et que ça fait beaucoup de facteurs d'incertitude sur lesquels notre motivation va glisser. C'est difficile de se raccrocher à quelque chose quand on n'a encore rien construit, qu'on a tout devant soi
et qu'on a tous ces facteurs d'incertitude. C'est pour ça que aujourd'hui, les statistiques de santé mentale des étudiants et des jeunes sont un peu préoccupantes, mais en fait, elles le sont aussi pour toutes les familles qui sont dans la précarité, les familles monoparentales. Elles peuvent l'être aussi pour des populations qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire que les managers qui, eux, doivent prendre en considération ces nouvelles attentes et la complexité du monde du travail sont aussi dans des états de santé mentale pas forcément très rassurants. Donc, c'est vrai pour les jeunes actifs, mais c'est vrai pour d'autres populations aussi. On assiste à une ubérisation de la société, à des contrats plus précaires. Comment cela joue sur la place que les jeunes accordent au travail dans leur vie ? Tous les jeunes actifs ont déjà pratiqué des jobs, donc ils savent déjà un petit peu ce que ça peut être qu'un emploi précaire, avec une intensité de rythme à tenir, avec du matériel pas forcément adapté. Donc on pourrait presque se dire que quand on arrive un peu plus définitivement sur le marché du travail, on a déjà acquis quelques repères sur ce qui va être usant. Voilà. Après, on peut constater aussi, c'est quand même une attente d'autonomie qui est plus grande. Il y a beaucoup de jeunes qui se projettent comme auto-entrepreneurs, qui se projettent. Ça ne veut pas dire qu'ils arrivent à concrétiser cette intention et à en vivre facilement. Donc il peut aussi y avoir un effet de déception entre ce qu'on s'était imaginé de ce qu'on allait pouvoir développer, produire, et les marges de manœuvre qui nous sont laissées, soit dans le salariat, parce que justement, on va être très cadenassé par une organisation très tournée vers une efficience absolue, ou alors on va avoir tenté l'aventure de l'autonomie, et puis ça va être assez lourd dans la façon de pouvoir trouver des ressources en retour. Donc il y a cet effet, cet écart entre ce qu'on imaginait de sa vie et comment ça se concrétise, qui peut avoir un effet sur le bien vivre son travail. Concernant l'ubérisation et les contrats de plus en plus précaires, est-ce que cela impacte plus les milieux sociaux défavorisés, les personnes racisées, handicapées, la communauté LGBTQIA+? Forcément. Plus on va se retrouver avec des critères de discrimination, plus l'insertion professionnelle va être difficile, et donc plus on va trouver des emplois qui sont pas forcément très gratifiants, pas forcément très faciles à exercer. Donc ça va accentuer ces phénomènes de polarisation. Et puis on a aussi ces stéréotypes qui sont ambiants sur les jeunes, les immigrés, qui vont créer des replis aussi identitaires chez les actifs qui, eux, ont une vie plus simple, plus standard, on va dire. Donc ça risque de créer des collectifs un peu difficiles à marier. C'est une vraie préoccupation. Enfin, en tout cas, moi, c'est un souhait de travailler sur ce sujet-là dans l'entreprise, que les collectifs continuent à se soutenir, à se transmettre des gestes et des savoir-faire, et à balayer ce fonctionnement par stéréotype qui est tellement simplificateur, parce qu'on peut tous être le stéréotype de l'autre, en fait. Arthur, tu m'avais parlé d'un kebab, je crois. Est-ce que tu peux raconter cette histoire, parce qu'elle est trop drôle après coup. C'était à l'époque où je faisais les tours des restos de Poitiers pour filer mon CV et ma lettre de motive. Et il y avait une personne qui avait pris mon CV et ma lettre de motive, quoi. Mais bon, j'ai pas eu de nouvelles derrière. Et après, j'ai eu un appel, et c'était un kebab, je ne citerai pas le nom. Et dans Poitiers, quoi. Du coup, j'y vais. Et en fait, le gars commence à me parler en arabe, je pense. Et parce que le gars qui l'a appelé, en voyant ma tête, a dû se dire, bah tiens, lui, il parle arabe. Avec un peu de bol, ça peut passer, quoi. Sauf que, moi, je comprends rien à l'arabe. On s'est retrouvé une demi-heure avec ce gars-là qui essaie de me parler. Donc, voilà. Résultat, j'ai pas eu le job. Juste, il y a un facteur géographique aussi, je crois, dans les discriminations, le rapport à l'emploi, etc., quoi. Quand je vais vivre à Toulouse, vraiment, tu claques des doigts et en 2 jours, t'as un emploi. Hein. Ça, c'est très différent de Poitiers, je trouve. À chaque fois que je cherche du travail à Poitiers, dans la restauration en particulier, je galère toujours beaucoup parce que les postes sont déjà pris la plupart du temps, ou alors ça demande une expérience de plus de, je sais pas, moi j'ai 2 ans d'expérience à peu près. 2 ans et tout. Ouais, c'est aussi ça que je comprends pas aussi par rapport à ça, c'est que si tu veux, ce sont des postes de restauration qu'on connaît. Je te prends un exemple, t'as une expérience de mois, techniquement, tu vas me dire c'est pas beaucoup de mois, mais ce sont des gestes que tu connais déjà. Donc, tu peux le répéter sur ton nom, en fait, en gros. Donc,
demander la même expérience sur un temps plus long pour la même rémunération, entre guillemets, je vois pas trop l'idée, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un peu bizarre quand même. Je trouve cette justification d'expérience pour un boulot que tu as sans doute occupé pendant un moment très court, mais cependant, tu connais déjà, en fait, tu as déjà l'expérience du boulot, tu sais ce qu'on va te demander, tu connais les compétences, que ce soit les différents, pour le travail en équipe, pour les autres attendus, tu connais déjà tout cela. Après, en restauration, je crois que le problème, justement, de base, c'est que ils trouvent que des gens qui veulent venir que sur du temps court, alors qu'eux, ils veulent du temps long. À Poitiers, finalement, peut-être qu'ils ont réussi à trouver des personnes qui sont là sur du temps long, et du coup, il n'y a aucune ouverture, quoi. Peut-être aussi. Peut-être ça, hein. Ouais. Il y a une histoire de formation, en tout cas. Ouais. Enfin, oui. Je prends un site comme Indeed, par exemple, je crois que c'est le premier site de recherche d'emploi. Et l'écrasante majorité des propositions requiert 2 ans ou plus d'expérience. Minimum, ouais. Et sauf en plus, il y a pas mal d'emplois qui n'existent pas, en fait, sur le site. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est aussi qu'on a des stéréotypes sur la façon dont quelqu'un peut tenir un poste. C'est-à-dire qu'on se dit que en dessous de 2 ans, il n'est pas autonome et au-dessus, il l'est forcément. Alors qu'en fait, c'est pas aussi binaire que ça. Il y a des gens qui... en 2 semaines, vont acquérir des tips et puis vont être complètement capables de développer des astuces, etc. Et puis, des personnes qui, ça fait 15 ans qu'elles tiennent le même poste, mais le poste, il a évolué et elles n'ont pas encore retrouvé, elles ne sont pas retombées sur leurs pattes en matière de savoir-faire. Donc, cette dichotomie, ce serait si simple si le monde était régi par des univers aussi basiques. Voilà. Noir ou blanc. Noir ou blanc, voilà. Est-ce que vous accordez une importance au bien-être et à la santé mentale au travail ? Aujourd'hui, en tout cas, c'est plus mis en avant, je dirais, qu'avant. Parce que forcément, on n'a pas les mêmes défis, quels qu'ils soient. Oui, c'est important, oui. Après, ça dépend de l'emploi, j'ai envie de dire aussi, quoi. Il y a des emplois qui peuvent favoriser plus facilement une réflexion sur le bien-être ou sur le fait d'être bien au travail, quoi, que d'autres où c'est juste de la cadence ou des rythmes à tenir. Enfin, il y a des métiers où on ne peut pas vraiment se poser cette question, j'ai l'impression, quand même. On n'a pas le temps, en tout cas, quoi. Mais ça peut altérer la santé mentale de ne pas avoir la possibilité de se poser ces questions-là et d'être justement dans quelque chose où on nous demanderait d'être en pure exécution, ce qu'on n'est jamais, en fait, puisqu'on est toujours agissant, le cerveau continue tout le temps à fonctionner, même si on est sur des emplois basiques, en fait, dits basiques. Il y a personne qui est complètement basique comme une machine. Et c'est bien notre plus-value, quand même. Selon une étude de consortium de chercheurs Forum of Future de 2023, la France présenterait l'un des taux de burn-out les plus élevés d'Europe. Sandrine, pourquoi la santé mentale au travail semble-t-elle devenir un sujet majeur pour les nouvelles générations ? Et comment cela change-t-il la manière dont les jeunes abordent leur carrière ? Alors, la santé mentale devient un enjeu de public, quelle que soit la génération. Effectivement, on a des taux alors, burn-out, même si c'est pas encore reconnu comme maladie professionnelle, c'est plutôt une maladie à caractère professionnel, mais on a des taux qui sont importants et on a même des taux de détresse psychologique, d'état de mal-être psychologique qui sont assez alarmants, avec presque 1 Français sur 2 qui dit avoir une santé mentale plutôt difficile, d'une manière générale et en lien avec le travail. J'ai des chiffres là si tu veux, j'en ai un notamment de l'Institut de veille sanitaire. 480 000 personnes en France seraient en détresse psychologique au travail et le burn-out en concernerait 7%, soit 30 000 personnes. Donc c'est un enjeu de santé publique et de finances publiques, parce que tous ces gens qui ne peuvent pas se présenter au travail parce qu'il y a quelque chose qui les a fait décrocher, il va falloir bien sûr gérer leurs arrêts, bien évidemment, et ensuite il faut les remettre dans la boucle du travail. Or, quand on a désappris certains gestes, quand on a perdu certaines habitudes, etc., il faut se réentraîner, se remettre dans le mouvement, et c'est pas du tout facile pour quelqu'un qui a été en arrêt long. Donc, et en situation de burn-out aussi. Il y a cette notion aussi de gestion de l'énergie. On en est arrivé à un tel stade d'épuisement que quand on a retrouvé un peu d'énergie, faut penser au fait qu'il ne faut pas retourner à ce stade d'épuisement. Oui. Donc, c'est sûr qu'il faut réussir à tirer les leçons et comprendre ce qui nous a amené à avoir ce type de pathologie pour pas se recomporter ou ne pas rechercher des organisations qui vont ressolliciter exactement pareil
les ressources qu'on a déjà cramées une première fois. C'est quand même quelque chose de très positif qu'on arrive à parler de santé mentale d'une manière générale et de santé mentale au travail, au cas particulier. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire que on va considérer l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire j'arrive et des fois je suis pas dans le même état qu'hier, mais c'est pas forcément le travail. Ça peut être des soucis plus personnels qui m'atteignent. Mais si par chance j'ai un employeur qui est compréhensif, je vais rester en activité. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que ce soit moins tabou pour les jeunes actifs qui arrivent sur le marché du travail. Après, c'est un sujet compliqué qui fait peur. Donc les entreprises s'en emparent pas forcément tout le temps de manière très opérationnelle. Elles peuvent choisir aussi des solutions un peu de facilité, mais qui ne résorbent pas ce qui pose problème vraiment dans le travail. Donc il y a encore pas mal de chemin à faire pour que les organisations vous proposent des environnements où votre santé mentale va se maintenir à un niveau, voire se développer. Il y a un rapport vraiment différent du travail d'une génération à l'autre, notamment dans les nouvelles générations. Il y a une recherche d'équilibre vie pro, vie perso, un bien-être au travail, des exigences en termes de valeurs personnelles et professionnelles. Et donc, ça crée des divergences dans les milieux professionnels, si bien qu'il y a des formations de management des nouveaux entrants sur le marché du travail. Ça pullule et c'est un succès. Et ça, c'est selon l'article OK Zoomer du magazine Society publié en avril 2024. Alors, ces divergences sont-elles solvables ou du moins existe-t-il des pistes de solutions pour trouver un terrain d'entente transgénérationnel au travail ? Alors oui, il y a des pistes de solutions, mais je pense que ce qui fait la différence entre ces jeunes générations et les plus anciennes, c'est qu'elles peuvent le dire. Et donc effectivement, ça va révéler à ceux qui ne se sont pas permis de le dire dans les décennies précédentes qu'il y aurait quand même quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Donc il y a tout le pan de l'inclusion en fait des publics qui serait qui d'ailleurs une attente des jeunes du bien vivre ensemble, on l'a dit, avec notamment le fait de s'emparer de toutes les questions de discrimination, de faire de la sensibilisation auprès de l'ensemble des équipes. Il y a toute la façon dont on peut transmettre aussi les savoir-faire à des nouveaux arrivants et les transmettre de manière par étapes, pas tout livrer d'un coup, et puis donner aussi toutes les astuces qui vont faire que le métier va être moins pénible. Ça serait aussi à développer. Il y a des entreprises qui font ça très bien. Et il y a aussi vraiment créer cette articulation pro-perso. Elle n'est pas facile pour un manager. C'est plus simple d'avoir des gens tous ensemble au même endroit, tous dans le même état de santé, tous avec les mêmes compétences. Avoir des robots, quoi. Une sorte d'individu moyen qui n'existe pas, oui, voilà. mais qui rendrait la vie tellement plus triste. Que c'est pas un peu le rêve même de tous les grands patrons, les grands managers. Mais pourtant, on sait très bien que c'est justement toute la diversité des approches, des idées, des façons de faire qui font que l'entreprise, elle se développe, elle se sclérose pas. Donc ça veut dire que c'est des modes de management différents. Ça peut être perturbant pour une personne qui avait l'habitude d'avoir tout le monde sous la main à 8h17. Voilà. En fait, tout l'intérêt, ce serait de créer de la conversation entre les publics qui sont au travail et ceux qui l'organisent de manière suffisante pour trouver les solutions d'articulation pro-perso et de transmission. Super, je vous remercie d'être venu. Avec plaisir. Merci. Pour résumer, le souci ne semble pas que les jeunes ne veulent pas travailler. En fait, les jeunes souhaitent travailler différemment, en accord avec leurs valeurs, leurs besoins et leurs envies. Ils s'investissent tout autant et sont eux aussi à la recherche d'un CDI. Il subsiste tout de même une grande interrogation sur l'entente et la collaboration transgénérationnelle. Quelles sont les possibles transformations du monde du travail pour assurer cette collaboration ? Nous en discuterons dans une future émission. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des idées de sujets en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Microcanap. Microcanap est aussi présent sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort toutes les 2 semaines le jeudi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!